Alors, déjà, un petit peu de modestie de ma part, mon orientation vers l'agriculture alternative, durable, etc., est beaucoup plus récente que mon investissement dans la philosophie qui se monte à quelques dizaines d'années, pour ne pas, oui, un peu plus de 40 ans, bon. Donc là, mais je vais essayer de partager avec vous quelques éléments qui me frappent, justement, parce que ça fait maintenant près d'une dizaine d'années que j'ai, je dirais, un peu plus pris conscience de la situation dans laquelle nous sommes par rapport au monde végétal. L'analyse socio-politique, philosophique et humaine, ça remonte un petit peu plus loin dans le temps. Mais disons que pour la prise de conscience de des effets de notre relation ou de notre manque de relation à la nature, j'y suis arrivé plus tardivement. Ce que je après avoir fait une très rapide introduction sur la journée de la Terre, pour en rappeler un petit peu le sens, je vous donne un petit peu le plan de la conversation qu'on va avoir, parce qu'en fait on est peu nombreux, ça sera plutôt une causerie. Je vous propose déjà de visiter une question, quelle est notre vision de la Terre? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons comme vision du monde et de la Terre? Et qu'on s'interroge un petit peu chacun, enfin, sur l'importance de la vision qu'on porte sur le monde comme élément directeur de notre vie et de notre civilisation. Ensuite, faire le point de ce que nous savons aujourd'hui sur la Terre. Parce que s'interroger sur la Terre, faire une journée de la Terre, mais de quelle Terre parle-t-on? Et qu'est-ce que l'on sait sur cette Terre? Et ensuite, que l'on puisse, et ça nous amènera donc à aborder les découvertes, ou tout au moins les redécouvertes que l'on a pu faire dans les 20 ou 30 dernières années. Ensuite, qu'est-ce que cette vision de la Terre va nous obliger de changer? Et là, on revient sur la vision, qu'est-ce qu'il faut changer comme vision? Et qu'est-ce qu'il faut changer dans nos comportements? Voilà, c'est un petit peu le fil que je vous propose de suivre ce soir. Et ça n'empêche pas d'évoquer d'autres aspects que vous pourriez avoir sur lesquels on pourrait partager, mais ce sont en fait c'est le grand axe, disons le grand fil directeur que je vous souhaiterais vous proposer. Alors déjà sur l'actualité de la journée de la Terre, bon, on est très heureux, cette année, c'est le 50e exercice de cette journée de la Terre qui à l'origine a été proposé par l'ONU. Et, comme le rappelait Hélène, qui est donc à laquelle Nouvelle Acropole participe depuis également plusieurs dizaines d'années. Et en fait, on va se dire, oui, c'est bien, on a un jour où on s'intéresse à la Terre. Ça me rappelle un petit peu la journée de la femme. Et d'accord, mais and so what? Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Bon, parce que c'est pas en un jour, même si je ne dénigre pas du tout ce qui va pouvoir être fait demain, ramasser éventuellement des papiers sur les chemins, récupérer des pneus ou des vélos rouillés au fond des rivières, etc. Toutes ces choses-là, elles sont utiles. Mais disons que un, il faudrait le faire tous les jours, et deux, il faudrait peut-être ne pas avoir à le faire. Donc, heureusement, il y a un autre intérêt à cette journée de la Terre. C'est peut-être, ça s'appelle prendre conscience de quelque chose. S'arrêter un instant dans notre consommation, destruction et pollution pour réfléchir. Et, comme le proposait Hélène tout à l'heure, ça n'empêche pas de réfléchir en agissant et en faisant les petits actes dont je viens de parler, qui permettent de prendre conscience, justement, parce que nous sommes des êtres humains, nous pouvons prendre conscience par la tête, mais on prend davantage conscience par l'action à laquelle la tête s'associe. C'est pour ça qu'à Nouvelle Acropole, on parle de philosophie pratique et non pas de philosophie intellectuelle. Parce qu'on va changer, quand on va changer par des actes pratiques, par les comportements. Donc, pour notre histoire de la journée de la Terre, oui, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est un moment où on peut s'arrêter et où on peut réfléchir, méditer et se questionner. Bon, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'en 50 ans, on n'a pas fait grand-chose. Et ça, c'est vraiment très dommageable. Mais bon, comme peuvent le dire les optimistes,
Vous savez, une fusée interstellaire qui démarre, au début, quand elle sort pour sortir de l'attraction terrestre, il y a énormément de poussées et il y a très peu de mouvement. Bon, prenons le côté positif. On est peut-être dans cette phase-là. Il y a très peu de mouvement, il y a très peu de réalité. Peut-être il y a une grosse énergie. Bon, je ne sais pas. Ça reste à prouver. Hein. Peut-être il faut encore la mettre, l'énergie. Bon. Donc, il y a une chose qui est positive en tout cas, c'est que maintenant, mis à part des aveugles, enfin des aveugles au niveau mental, et des gens qui ne veulent pas voir la réalité, tout le monde s'est rendu compte, sur ces 50 dernières années, que l'homme a une incidence fondamentale sur l'état de la planète. À tel point que l'on parle maintenant d'anthropocène, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire en 2 siècles ce que la nature met des millénaires à faire, c'est-à-dire des modifications profondes de l'environnement. Bon, le problème, c'est qu'on l'a pas fait forcément dans la bonne direction par rapport à notre survie, à la survie des espèces vivantes aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, on a pris conscience que l'on est la cause principale. Bon, il y aura toujours des pourcentages marginaux de gens qui vont être dans le déni et qui vont trouver toutes les raisons scientifiques pour expliquer qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y en aura toujours. Il y a même des gens qui aujourd'hui pensent encore que la Terre est plate. Donc voilà, ça fait partie de la réalité. Heureusement, on n'est pas tous pareils. Mais il y a des gens donc qui, effectivement, ne pourront pas accepter la réalité des choses si elle ne convient pas à leur fantaisie. Mais grosso modo, pour l'instant, l'humanité a pris conscience du problème. Et ça, je dirais, c'est l'élément fondamental de ces 50 ans. Bon, c'est dommage que ça soit... qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence chez les gens? Bon, il y a ceux qui, par rapport à ce qu'ils voient arriver, vont avoir un repli sur soi-même, de survie. Bon, ça donne les survivalistes, et ça donne d'autres personnes qui, sans être survivalistes, vont se replier sur eux-mêmes et se dire tout est foutu et il n'y a rien à faire. Il y en a d'autres qui sont consternés et catastrophés par la situation, et qui vont, comme les psychologues peuvent très bien le savent très bien, rentrer dans le déni en disant non, c'est pas possible. Il y en a d'autres encore qui pensent que la technologie va nous sauver. Hein, elle pourra tout résoudre. Et ils accélèrent à fond dans la direction qui a produit le problème. Et pendant ce temps-là, il y a les politiques qui, trop soucieux de déplaire à l'ensemble, finalement, se dépêchent de ne rien faire, en tout cas de rien faire de significatif, parce que au niveau électoral, c'est pas forcément bon. Donc voilà la situation, si on veut donner une vision un petit peu humoristique de la situation, même si elle est un peu dramatique, à laquelle nous sommes confrontés. Il y a une chose qui me semble importante, sur laquelle il faut, je pense, être d'accord, c'est que, comme le disait Albert Einstein, on ne peut pas demander à quelque chose qui est la cause d'un problème d'apporter la solution. Donc, il est clair que si une certaine vision des choses, du monde et de l'homme nous a amené à produire une société, une civilisation qui a amené ce type de problème, il est clair que c'est pas en reproduisant les mêmes bases qu'on va trouver des solutions à ces problèmes. Il faut revoir un certain nombre de choses pour partir dans une autre direction. Et je voudrais maintenant aborder le deuxième point qui est quelle vision de la Terre avons-nous? Déjà, ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure en parlant un petit peu du plan, c'est que la vision qu'on a des choses, la vision du monde que l'on a, la représentation des choses que l'on a, est un élément très structurant dans notre projection dans le futur et donc dans les choses que l'on va voir et dans les choses que l'on va être amené à construire. On ne peut pas devenir quelque chose qu'on n'imagine pas, on ne peut pas devenir quelque chose auquel on n'aspire pas. Donc, c'est avant tout une vision du monde, ce qu'on appelle aujourd'hui paradigme, hein, une représentation du monde. Et en fonction de cette représentation du monde que l'on peut avoir, il y a des choses qui vont en découler.
nous avons été baignés par deux visions du monde. La première est que le monde, et la Terre notamment, est un espace vierge à conquérir et à exploiter. C'est la vision matérialiste moderne. Elle est relativement récente, elle a quelques siècles. Elle s'est superposée ou a remplacé partiellement une autre vision du monde, qui est que la Terre est un domaine qui a été créé et mis à disposition de l'homme pour le servir et pour le nourrir. Cette vision, elle a quelques milliers d'années, elle a 2000 ans. Vision plus religieuse. Toute la création a été faite pour que l'homme puisse vivre. Et ces visions, très occidentales, mais l'Occident a réussi quand même, au niveau culturel, à occidentaliser toute la planète. C'est-à-dire, la vision matérialiste s'est développée partout, et le consumérisme dont on va parler. Donc on est baigné par ces deux visions, et ces deux visions se retrouvent conjointes dans une vision de la Terre comme étant un objet. C'est une source de matière, c'est une source de nourriture, elle est chosifiée. Alors, est-ce que c'est une vision qui a été tout le temps partagée par l'humanité? Et c'est pour ça que je vous disais que la vision de la chosification de la Terre, ou tout au moins de la Terre en tant que espace à disposition de l'homme, ou mise à disposition de l'homme, selon les cas, est quelque chose de relativement récent, parce que 2000 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est très peu. Et si on visite maintenant toutes les anciennes civilisations, on s'aperçoit que les hommes, quand je dis hommes, c'est avec un H majuscule, c'est l'humanité, ont toujours vu dans la Terre, dans l'univers, quelque chose, un environnement qui est vivant. Et donc cette vision des peuples anciens, comme elle est universelle, on ne peut pas dire qu'elle soit aussi exotique qu'on pourrait le penser au départ. Quand je dis exotique, c'est des gens qui sont très loin de nous et très loin de nos cultures. Non, non. Si on reste dans notre européocentrisme, les Grecs, les Romains, avaient une vision donc de la Terre comme étant un être vivant. Il n'y a pas que les civilisations indiennes, chinoises, africaines, précolombiennes ou nordiques. Pour si on prend l'exemple des Grecs, les écoles pythagoriciennes et platoniciennes considéraient que la planète n'était pas quelque chose d'inerte, mais un être vivant, et que l'univers lui-même était un être vivant. Pour ça, ils avaient construit cette image, cette idée, ce concept du macrobios. Un macro, grand, bios, vie. Une grande forme de vie. Par rapport à laquelle l'être humain était un microbios. Ça a donné microbe après, mais disons que là, en l'occurrence, c'est un petit univers, une petite forme de vie, plutôt. Et il disait la chose suivante, nous pourrions comparer les différentes formations stellaires ou célestes avec les différentes parties qui composent le corps humain. Et l'univers serait un grand macrobios, un grand être vivant. La galaxie, un organe, chaque ensemble de systèmes solaires, un tissu, un système solaire, une cellule, et ainsi de suite. Et donc, si on épouse un instant cette vision, ou si on essaye d'aller dans la logique de cette vision, la Terre, comme tout élément vivant de cet espace, de cet environnement, de cet grand organisme vivant, évidemment qui n'est pas anthropomorphe, mais qui est vivant quand même, aurait son cycle évolutif, avec des changements réguliers, des périodes, mais des périodes qui sont suffisamment grandes pour que pour la majorité des êtres humains, elles nous paraissent relativement statiques, cette planète. Ce n'est qu'avec la science moderne qu'on a compris qu'il y avait eu des ères, des grandes périodes qui ont marqué l'évolution de la planète, en tout cas du corps de la planète. Si on veut comprendre notre relation avec la planète,
sur le plan de l'observation de celle-ci et de l'évolution de celle-ci. Le tandem macrobios et microbios dont je parlais tout à l'heure, on le retrouve à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes également un macrobios, un grand univers. Pour les bactéries, les microbes et toute la légion d'êtres vivants que l'on a dans notre corps, qui eux sont, et les microbes, c'est là qu'on retrouve le microbe, qui sont des microbios, des petites formes de vie. Et pour eux, qu'est-ce qui se passe? Comme en quelques secondes, ou dixièmes de seconde, il y a eu des générations de ces formes de vie qui sont nées, qui sont apparues, qui sont mortes, l'environnement que représente notre corps, il est éternel, il est figé. Il n'y a aucune raison qu'il soit vivant, peut dire un microbe ou une bactérie. J'essaye de vous montrer un raisonnement qu'en par analogie, on peut utiliser nous, et qu'on a utilisé par rapport à notre Terre et par rapport à l'univers. Okay. Donc tout ceci pour nous dire que finalement, ce n'est pas nos sens qui peuvent nous donner une idée de la Terre en tant qu'être en évolution ou pas. Nous avons besoin donc d'instruments, de mesures, d'instruments scientifiques, et nous avons aussi besoin de notre intelligence pour comprendre peut-être qu'il y a une loi d'analogie entre le très grand, l'extrêmement grand et l'extrêmement petit. Comme le disaient les Égyptiens, comme il est en haut, il est en bas. Et je voulais dire par là aussi que, comme il est dans le très grand, il est également dans le très petit. Ce sont les mêmes lois qui s'appliquent, et c'est les mêmes choses qui s'appliquent. Les formes diffèrent, mais les lois de la nature sont les mêmes. Alors, que savons-nous aujourd'hui de la Terre? Parce que vous allez me dire, certes, c'est intéressant, cette vision des anciens, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous savons scientifiquement? Alors, il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, la constitution de la Terre est une énigme. On apprend dans les petites classes que la Terre a une structure ternaire, etc., avec un noyau, une partie intermédiaire, la croûte, etc. Mais finalement, on n'a aucune idée véritablement de ce qu'il y a dans le noyau central. Comme nous le verrons tout à l'heure, d'ailleurs, jusqu'à la fin du XXe siècle, on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans la Terre elle-même. Je parle là du sol. Vous savez, ce sol dont on pense que c'est quelque chose d'insignifiant, c'est, selon les endroits, quelques dizaines de centimètres, jusqu'à quelques mètres, 2-3 mètres, mais pas plus. C'est ça qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. C'est ça dont il faut assurer la préservation, et c'est ça qu'on est en train de désertifier aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc oui, et nous ne savons pas grand-chose aussi du grand univers, puisque même les astrophysiciens disent qu'ils savent, ils connaissent pas plus de 4 ou 5% de l'univers. Donc grosso modo, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur pas grand-chose, mais il y a beaucoup de gens qui prétendent en fait tout savoir. Mais c'est plus de la superficialité et beaucoup de, je dirais, d'arrogance. Mais en fait, les véritables scientifiques, eux, ils sont beaucoup plus modestes. Donc finalement, il y a la place pour une autre vision. Et une vision dont les conséquences sur le vivant pourraient nous rassurer de l'exactitude, ou tout au moins c'est quelque chose de relativement peut-être plus cohérent que de penser que c'est un morceau de caillou mort sur lequel nous sommes arrivés par hasard et nous circulons dans un univers vide selon une rotation dépourvue de tout sens et dans une sorte de chose qui devrait être chaotique, mais finalement semble être très très bien agencée comme une horloge de précision, mais dont on ne se préoccupe pas de la cause. Donc, visitons un petit peu, parce que nous sommes là devant une confrontation, c'est le troisième point, enfin, c'est un sous-point de qu'est-ce que nous savons aujourd'hui de la Terre. Nous sommes dans une confrontation entre la vision matérialiste et la vision, donc cette vision vitale. Et la vision matérialiste, malheureusement, nous a amené à, par sa nature très utilitariste et très consumériste, à exploiter la Terre. Et je dirais qu'il n'y a pas de plus grande escroquerie intellectuelle et même en fait matérielle que notre système de consommation,
hein, qui est fondée sur la croissance de l'économie. Et ces mêmes personnes qui défendent ce modèle disent que l'autre vision, la vision beaucoup plus ancienne, traditionnelle, animiste, si on veut utiliser un terme un petit peu donc un peu dépassé, c'est de l'idolâtrie que les Grecs, auquel les Grecs s'adonnaient, en pensant qu'il y avait une déesse terre, etc. Mais finalement, le monde dans lequel nous vivons, il n'a rien contre l'idolâtrie. Il ne fait que ça. Avec toutes les idoles, PNB, l'idole PIB, l'idole taux de croissance. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier à ces idoles tous les jours ? On sacrifie de l'humain, on sacrifie de la nature, on sacrifie la terre. Mais c'est pire que Moloch Baal, hein, dans les anciennes civilisations. On sacrifie beaucoup de vie pour des idoles qui sont... Donc, en fait, sortons de cette idée que les anciens avaient une vision qui est discréditée parce qu'ils étaient idolâtres. Non, ils ne l'étaient pas. Ils avaient peut-être perçu des formes de vivants auxquelles ils vont donner des noms ou des représentations qui sont le fruit de leur vision du monde et de leur vocabulaire, qui souvent est très poétique, mais cessons de critiquer cela parce que ça ne correspond pas à une vision rationnelle. Et dans la réalité, dans notre réalité de tous les jours, la raison est loin de faire l'essentiel de notre vie. La cause de la crise écologique dans laquelle nous sommes, c'est évidemment donc de chercher un bonheur qui soit exclusivement basé sur les biens matériels. D'où en fait l'idolâtrie du PIB, du PNB, du taux de croissance. Mais il y a une boutade qui maintenant est devenue célèbre, hein, vous la connaissez certainement tous. Croire dans la possibilité d'une croissance infinie dans un monde limité ne peut être que le fait d'un fou ou d'un économiste. Ce qui est une boutade, malheureusement, est peut-être un peu une réalité. Et on sait aujourd'hui, dans notre 21e siècle, après justement les différentes crises que nous avons eues, après les années 2000, nous avons fait tomber les économistes de leur socle, de leur piédestal, de statut, parce qu'ils se croyaient capables de prédire l'avenir, et on sait maintenant qu'ils ne prédisent strictement rien. Ils sont incapables de prédire l'avenir. Alors, je perçois toujours des gens qui ne voudront pas voir. Donc, en fait, notre relation avec la nature, pour l'instant, est celle de squatteurs et exploiteurs. Alors, il y a quelque chose de nouveau, aussi, de ce que nous savons de la Terre. Et ça vient aussi des scientifiques. Il y a 50 ans, 52 maintenant, avec l'hypothèse Gaïa, qui date de 1970, il y avait l'idée que la Terre était, comme chez les Grecs, peut-être vivante. Et donc, certains avaient admis cette hypothèse. Et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que maintenant, dans le monde scientifique, il y a cette hypothèse, 50 ans plus tard, est en train d'être considérée comme peut-être quelque chose qui est intéressant à investiguer. Et notamment, il y a un peu plus d'un an, en mars 2022, il y avait un article très intéressant de la revue Science et Vie. Donc généralement, c'est pas des gens qui sont trop, disons, baba cool, hippie et tout ça, hein, qui en fait dont le titre était une interrogation actuelle des scientifiques. La Terre serait-elle un être vivant, selon une étude récente, donc et il disait notamment la chose suivante: d'après cette hypothèse, l'ensemble des êtres vivants, la Terre, l'eau et l'air, formeraient un super-organisme appelé Gaïa, en référence à la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre. Pour appuyer sa théorie, donc le fameux James Lovelock de l'époque, s'appuie
sur la composition de l'atmosphère terrestre qui se serait régulée au cours de l'histoire de la Terre pour permettre l'apparition de la vie, son développement et son maintien. Donc, grosso modo, derrière ceci, il y a en filigrane l'idée que les scientifiques commencent à revoir la définition de la vie. Et c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, on avait une définition de la vie qui était très très restrictive. Et là, on est en train de parler d'un super-organisme et de choses qui sont en interrelation. Alors, qu'est-ce que peut impliquer un univers vivant? Ben, ça veut dire que chacune des entités va avoir une forme d'intelligence, une forme. Il ne faut pas penser à une intelligence humaine. Il y a des systèmes, un système intelligent, c'est un système qui fait des relations. Et une direction, c'est-à-dire je ne dirais pas une intention, parce que ça, on est en train encore de rentrer dans l'anthropomorphisme, mais disons, il y a une direction d'évolution. Et on verra tout à l'heure, quand on parlera de la Terre, que on a par exemple, dans nos pays, sous nos climats, n'importe quelle prairie, si on la laisse seule, sans l'intervention de l'homme, va terminer en forêt. C'est un processus qui a une direction. Après l'herbe, il y aura des ronces. Après les ronces, il y aura des petits arbustes, des arbres un peu plus grands, mais qui n'auront pas duré. Et après, les arbres finaux. Donc tout ceci évolue toujours dans une direction unique, comme s'il y avait, entre guillemets, une intelligence. Parce que les grands arbres vont après eux-mêmes apporter un espace, un environnement qui permettra à tout ce beau monde de vivre et d'assurer une durabilité. Donc c'est en cela qu'on peut parler d'intelligence. Donc vous voyez, il faut faire attention avec les mots pour ne pas se dire jeter le mot en disant non, on est en train de projeter notre façon humaine de voir les choses. Une intelligence, c'est simplement des choses qui sont en relation, qui interfèrent entre elles, et qui, grâce à ces interrelations, vont aller dans une direction, et on constate que cette direction, elle est beaucoup plus riche que le point de départ. Donc en fait, de là à dire qu'elles sont dotées d'un esprit, d'une identité, hein, d'une âme, non pas dans le sens religieux, mais vous rappelez que âme, ça vient du latin anima, qui veut dire ce qui anime, donc d'un mouvement, hein, qui va se concrétiser par la vie, et donc la réalité physique étant ce que l'on peut observer après et mesurer. Donc, dans cette perspective-là, dans cette journée de la Terre, prendre soin de la Terre, c'est prendre soin de la vie qui s'y déroule, de la vie dont nous faisons partie. Et cette approche écologique, dans un sens peut-être supérieur du mot écologique, est fondée sur ce paradigme qui n'est pas celui d'une vision utilitaire de la nature, parce que ou ni une vision bisounours, parce que dans la nature, on verra tout à l'heure, il y a des choses qui sont il y a des entraides, mais il y a également des luttes. Hein. Mais plutôt, en fait, elle vise à expliquer ou à montrer qu'il y a un processus évolutif qui est en action et qui mène ultimement à un épanouissement. Hein, c'est ce que j'ai voulu expliquer avec l'histoire de la prairie qui devient une forêt qui après va avoir sa propre stabilité dans le temps, parce qu'une forêt est éternelle. S'il n'y a pas l'arrivée de l'homme, une forêt est éternelle. Les arbres ne le sont pas, mais la forêt en tant que telle est éternelle. Donc cette approche va interpréter la Terre comme étant une intelligence, hein, qui est capable de gérer son propre destin évolutif et celui des êtres qu'elle porte. Il y a une chose très intéressante que j'ai découverte, c'est qu'en 1910, on a craint à un moment donné que la comète de Halley ne se fracasse sur la Terre. Et les mesures ont montré que lorsque la Terre allait entrer en collision avec la comète de Halley, elle a imperceptiblement ralenti sa course. La comète de Halley est passée,
et après, elle a imperceptiblement accéléré sa course. Voilà. Pas de commentaire. Donc aujourd'hui, cette vision de la planète vivante est une vision qui peut être appréhendée même de façon sérieuse par la science. Alors, on a maintenant de nouvelles découvertes, parce qu'on va rentrer maintenant davantage dans le concret. Ce que je voulais vous donner, c'est un panorama large. Hein. Les découvertes du XXe siècle, qui ont amené une révolution dans la vision de la Terre et de la vision de la vie sur Terre. La première révolution, je dirais, c'est d'identifier comme nouvelle relation dominante dans la nature la relation de coopération et non pas la relation de concurrence. Je répète, à la fin du XXe siècle, on s'est aperçu que sur Terre, dans le monde du vivant, dans la nature, la relation de coopération était majoritaire par rapport à la relation de compétition dans le vivant. C'est-à-dire, elle est plus fréquente. Et elle est plus productive, évidemment. Quand est-ce que la compétition s'impose? C'est quand l'équilibre d'origine est rompu. Mais tant qu'il y a un équilibre, et quand on parle d'équilibre, évidemment, dans le vivant, on est toujours en train de parler d'équilibre dynamique. Hein. Ne pensons pas que c'est un équilibre inerte. C'est pas comme l'équilibre de cette tasse sur la table, c'est de l'inerte. Non, l'équilibre dans le vivant, c'est toujours dynamique. Hein, c'est ce que le Chinois a très bien expliqué avec le yin et le yang, etc. Donc, il y a, comme dans tout équilibre dynamique, une zone de déséquilibre qui fait partie de l'équilibre, pour qu'il y ait mouvement. Pour arriver dans le mouvement, pour passer dans un équilibre dynamique, il faut que je me mette en déséquilibre. Il y a deux possibilités. Soit je reste à l'intérieur d'un équilibre vivant, et donc ce déséquilibre dynamique va redevenir un équilibre dynamique. Et donc là, on reste dans la zone de coopération, puisque tout se passe bien. Mais quand on va au-delà de certaines limites, si, par exemple, il y a quelque chose qui coince, c'est-à-dire la jambe ne veut pas avancer, je vais me fracasser. Ouais, bon. Donc, au niveau de la nature, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des mots, et au niveau de notre santé, c'est la même chose. Notre corps a des processus d'auto-guérison. Ça s'appelle le système immunitaire. Ça c'est en fait ce qui fait qu'on se coupe et la plaie va se cautériser et se refermer d'elle-même. Mais si je me coupe tout le doigt, j'ai dépassé les limites. Donc en fait, je ne suis plus dans un système qui était en déséquilibre, qui se recentre par la coopération, mais je suis dans un système en déséquilibre, et là effectivement, il peut y avoir, et il y aura certainement, et de la compétition. Dans la nature, on voit, et ça fait partie du système de nettoyage de la nature, des animaux ou des plantes qui sont malades vont être mangés par d'autres animaux, etc. Alors que sinon, ils sont respectés, entre guillemets. Bon voilà, c'est simplement pour vous illustrer mais ça a été une des grandes découvertes. Un certain pan de la mais ça serait une autre discussion là-dessus, qui n'est pas fausse dans sa totalité, mais qui n'est pas confirmée par rapport à cet aspect des choses. Le deuxième élément fondamental que nous a apporté ce début du XXIe siècle, c'est la conscience de la finitude de la Terre. Et oui, dans les années 60, 70, 80, croissance à tout va, nos limites. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que, oui, on est dans un univers fini. Bon,
Jean-Marc Jancovici répond régulièrement que la Terre a 12 000 km de diamètre et qu'elle n'aura jamais plus que ça, et que donc on doit faire avec ça. Bon, et il a beaucoup d'autres exemples très riches pour montrer que penser enfin évacuer cette notion de limite est de la folie. Et en 2009, un groupe de scientifiques du Stockholm Resilience Center ont mis en évidence 9 paramètres de limites planétaires à ne pas franchir pour assurer la survie ou la poursuite de la vie sur Terre, la vie humaine sur Terre. Et sur ces 9, on en a déjà passé 6. On en a déjà dépassé 6. Les 9, c'est le changement climatique, dépassé. Pour l'instant, on sait que de toute façon, on n'arrivera pas à maîtriser le truc, et on n'arrivera pas de toute façon à revivre le climat que l'on connaissait il y a 20 ans. Deuxième, la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, dépassé. Le changement d'utilisation des sols, dépassé. L'érosion de la biodiversité, dépassé. L'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère due à la pollution, dépassé. L'utilisation mondiale de l'eau, dépassée. Et là, il y a un an ou deux, a été proposé de dédoubler cette limite de l'eau pour différencier l'eau bleue de l'eau verte. Alors, j'explique. L'eau bleue, c'est l'eau des ruisseaux, des lacs, etc., qui se stocke. L'eau verte, c'est l'eau qui est dans la terre, qui est emmagasinée dans la terre et qui permet aux végétaux de pousser. Et celle-là, même à peine a-t-elle été identifiée qu'elle est dépassée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a les problèmes de sécheresse. Et c'est pour ça qu'il peut parfois pleuvoir, et ça ne donne rien, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est en grande partie dû à l'homme et à ses méthodes de culture. Ensuite, il y a 3 autres variables, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'acidification des océans, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. Et ces 3 dernières limites, malheureusement, selon les experts, elles seront bientôt assez rapidement dépassées. Donc en fait, si on veut voir le côté positif de la chose, parce que vous allez me dire, je suis en train de vous enfoncer au niveau moral, c'est qu'on a pris conscience de l'existence des limites, et que il n'y a rien de pire que l'inconscience. Si on est inconscient, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas se rectifier. Donc la conscience est dans tous les cas une première étape. Dans cela, il faudrait que l'humanité et surtout nos dirigeants soient un peu plus philosophes pour développer davantage la conscience par rapport à d'autres critères de prise de décision. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Autre chose, la connaissance du vivant a changé depuis 50 ans. C'est-à-dire, on a découvert la vie du sol et son importance pour l'homme. J'y reviendrai tout à l'heure. La découverte de l'intelligence des arbres. Ça, c'est demain matin. La découverte de la communication des plantes. J'y reviendrai. La compréhension du système complexe d'échange dans le cycle de l'eau. En fait, on a compris, si on veut vraiment donc ouvrir les yeux, que tout est vivant. Et donc, en plagiant Apollinaire, on pourrait dire qu'il est grand temps de s'émerveiller de la Terre. Vous savez, il avait dit, il est grand temps de rallumer les étoiles. Là, aujourd'hui, il serait grand temps de s'émerveiller de la Terre. Et ça induit de nouvelles pistes techniques pour notre société. Et notamment quelques exemples concrets de ces nouvelles découvertes. J'ai cité la coopération comme loi dominante, je ne vais pas le répéter. L'intelligence des arbres, donc ça sera traité demain. La communication entre les plantes et la communication des plantes. On s'est aperçu que les plantes communiquent entre les racines et les feuilles, et que les plantes aussi communiquent entre elles et perçoivent des choses autour d'elles. Il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est du côté de Biarritz, à Gaujac, Jean Toby, qui en fait a développé donc un laboratoire expérimental qui est suivi par une douzaine de grands laboratoires expérimentaux dans le monde. Évidemment, il est totalement connu en France, cet homme-là. Et il s'est aperçu que
les plantes réagissaient, et notamment, donc, je rentre pas trop dans l'anecdote, mais il a été amené à être des voisins agriculteurs qui utilisaient des insecticides, pesticides, etc. pendant des années, et ils avaient de plus en plus de problèmes, enfin des fongicides, ils avaient de plus en plus de problèmes sur leurs plantes, dans les serres, etc. Et après avoir évidemment regardé avec mépris pendant des dizaines d'années le fameux Jean Toby, un jour ils sont arrivés un peu à la queue basse pour le voir en disant nos produits, on a beau les utiliser, l'entreprise qui les fournit nous dit de doubler à chaque fois la dose, mais ça change rien. Est-ce que tu as une solution, toi, qui fais du bio depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans? Et l'autre, évidemment, donc, a dit oui, tout à fait, je vais venir. Il a amené donc des fougères. Les fougères, c'est la plus ancienne plante sur Terre. Qu'il a mis dans les allées des serres de ce monsieur, dont toutes les plantes étaient atteintes par des champignons, etc. Au bout de quelques semaines, toutes ces plantes étaient guéries. Sans qu'il y ait autre chose qui ait été fait que mettre des allées, donc de fougères dans des pots dans les allées. Autre chose, il a développé un petit appareil qui permet d'exprimer la musique, ce qu'il appelle la musique des plantes, c'est grosso modo de transformer en son audible pour l'homme les fréquences et les relations qu'il y a entre les racines et les feuilles des plantes. Et donc, selon les espèces, ça donne une musique différente. Et il s'est aperçu que ces musiques pouvaient varier en fonction des personnes de son laboratoire qui s'occupaient des plantes. Et un jour, il a voulu faire une expérience scientifique. Il a, dans la presse ou dans les réseaux, je ne sais pas, demandé 1000 volontaires pour participer à une expérience scientifique, venir devant les portes du laboratoire, tel jour à telle heure, et parmi ces gens inconnus, il y avait des gens du laboratoire. Et il avait mis devant la porte du laboratoire un certain nombre de plantes, avec le système, donc son système électronique pour capter les fréquences, et il avait branché ce système électronique sur la clenche électrique de la porte du laboratoire. Et devinez ce qui se passa. Chaque fois qu'il y avait un membre du laboratoire qui se présentait dans la porte s'ouvrait, et quand il y avait un inconnu, elle restait fermée. Bon. Donc, quelque part, oui, les plantes communiquent et les plantes perçoivent. Ça fait partie de ce qui doit nous émerveiller dans le vivant, entre autres. Les synergies. Bon, vous savez qu'effectivement, entre les arbres, les plantes, on sait aujourd'hui qu'évidemment que les plantes, les légumes et autres utilisent très peu leurs racines pour s'alimenter, mais que plus importante que les racines, c'est tous les réseaux microscopiques, les rhizomes, le mycélium, tout qui est autour. Et donc c'est un gigantesque ensemble de coopération qui va permettre de nourrir les plantes et les arbres. C'est pour ça que, avant de transplanter une plante ou un arbre, il faut faire attention, parce que c'est pas seulement en préservant les racines qu'on va préserver la plante. Il y a tout autour un ensemble de vivants qui fait que cette plante peut s'alimenter parfois à des mètres ou des dizaines de mètres de ses racines physiques. Ça fait partie des nouvelles découvertes. Le sol naturel est vivant. Ça, en fait, c'est grâce à un homme qui s'appelle Marcel Boucher, principalement, et puis après, il y a eu des continuateurs, qui a expliqué toute l'importance des vers de terre. Et en fait, on s'est aperçu maintenant qu'il y a davantage de vie dans le sous-sol qu'au-dessus du sol sur Terre. En masse, il y a davantage de bactéries, de microbes et de vers de terre qu'il y a d'animaux ou d'hommes sur la surface de la Terre. Et que tout ceci rend le sol fécond. Et que si on détruit cette vie, on désertifie le sol.
la terre fertile se couvre de forêts, et ceci contribue à l'équilibre atmosphérique, bon ça on le savait. La forêt donc amène aussi donc de l'humidité partout. Donc c'est tout le cycle de l'eau qui dépend des arbres. Alors donc maintenant, qu'est-ce que nous devons changer par rapport à ce constat, ces nouvelles connaissances que nous avons du vivant et de la Terre? Comme je disais en introduction, d'abord c'est une question de posture. Il faut cesser d'avoir cette posture d'exploiteur, prédateur, etc. Et de voir comment on peut établir des relations de coopération, nous aussi. Et évidemment, dans la posture, cesser de penser qu'on peut connaître une croissance infinie dans un monde fini. Donc ça amène beaucoup d'interrogations sur la situation présente. Alors, au plan général, si on veut rentrer maintenant dans des choses, bon, il y a l'élément de base que Pierre Rabhi a fortement donc médiatisé, qui est l'idée d'une sobriété heureuse, qui est indispensable si on ne peut pas vivre, si on ne veut pas vivre à très court terme une misère subie, pour reprendre les expressions de Jean-Marc Jancovici. Donc, sobriété heureuse, c'est-à-dire choisie intelligemment par nous, en restreignant des choses pour donner de l'importance à des choses essentielles et durables, et sinon, ça sera misère subie. On comprend que les politiques hésitent à avancer dans la voie qui serait utile. C'est très très peu porteur d'un point de vue électoral. Je crois pas qu'ils hésitent. Non, ils restent. Ils ont fait un choix oui. clair et définitif et ils n'en bougent pas d'un poil. Voilà, tout à fait. Bah, si, ils accélèrent. Oui, ils accélèrent, je suis assez d'accord. Deuxièmement, il faut revoir nos habitudes de consommateurs. Et de droguer à la consommation et de droguer à je dirais, une sorte d'oisiveté malgré des vies qui sont trépignantes. Eh oui, il faut réfléchir quand même. Qu'est-ce que l'on fait véritablement, hein, bon. Et peut-être revoir donc nos modes de loisirs. Plutôt que d'avoir des loisirs qui vont chercher à consommer de l'essence, consommer le maximum dans des circuits all-in cost, etc., tout compris, peut-être s'émerveiller à voir éclore une graine, une fleur, etc., participer à des actions dans le monde végétal, dans le même... Bon. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait... Il faut simplement revoir notre émerveillement. On peut cesser de s'émerveiller de Disney World et s'émerveiller de faire pousser un potager ou des arbres fruitiers, vous voyez. Je pense qu'on ne perd pas au change. C'est une question d'éducation. C'est déjà une question de décision, de réorientation, et après d'éducation. Moi, personnellement, je suis persuadé que les enfants seraient beaucoup plus émerveillés par le monde réel de la nature que par Mickey et Minnie, bien que je les adore. Enfin, ça a été mon enfance, mais bon, disons que, voilà, hein, chaque chose a son temps. Accepter le prix de la nourriture. Oui, on vit dans un monde dans lequel on n'accepte pas de payer pour se nourrir, comme on n'accepte pas d'ailleurs de payer pour sa santé, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'il est normal qu'en quelques dizaines d'années, en fait, le budget que nous accordons à notre alimentation soit passé de 15 à 3%, pardon, a été divisé par 3 pour se nourrir. Et à côté de ça, donc on va utiliser beaucoup plus de notre budget pour se loger. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire au niveau collectif ? Pour s'amuser, alors là c'est vraiment un choix individuel, hein, avec toutes les gimmicks numériques, etc. Hein. Et le budget alimentaire représente donc très très peu, sauf certaines tranches de la population qui évidemment pour lesquelles c'est problématique. Mais là je suis en train de parler des 80% qui peuvent faire basculer le monde dans une meilleure direction. Je ne suis pas en train de demander à ceux qui déjà se serrent la ceinture, non, c'est tous ceux qui, pour l'instant, n'ont pas besoin de se serrer la ceinture. Et la deuxième chose, une partie de plus en plus
limitée de la population nourrit toute la population. Les agriculteurs qui représentaient 15% de la population active il y a quelques dizaines d'années ne représentent même plus que 3%. Donc, est-ce que c'est normal? Et que font les autres? Entre guillemets, d'utile, véritablement. Et oui, quand je dis utile, c'est pour assurer les besoins vitaux et essentiels de la collectivité, de l'humanité. C'est une réflexion, je ne suis pas en train de dire que c'est pas des jugements dogmatiques, mais il y a une réflexion à mener. Et, autre chose sur le plan général, comprendre que notre mode de vie de la fin du XXe siècle ne reviendra pas. Alors, pour l'agriculture et la nature, que pouvons-nous en faire, pour terminer? Bon, déjà revoir fondamentalement nos modes de culture. Puisque, pour l'instant, nous avons de l'agriculture intensive, qui produit de la nourriture vide, mais surtout, comme on va le voir, qui, en fait, désertifie les sols. Si on prend le cas de la France, la plupart de nos sols sont assez argileux. Avec la mécanisation et l'industrialisation, on a utilisé des outils agricoles de plus en plus lourds pour pouvoir labourer de plus en plus profond. Hein, parce qu'on est resté à une vision qui était peut-être vraie à une certaine époque quand il s'agissait de gratter le sol sur quelques centimètres. Labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Bon, mais simplement quand on le fait avec un tracteur qui fait 300 chevaux et qui pèse des tonnes, et on le fait et on laboure à 50-60 cm de profondeur, dans de la terre argileuse. Donc déjà, la terre argileuse qu'on malaxe, le potier connaît parfaitement l'affaire. Quand on malaxe bien, ça devient totalement imperméable, ça s'appelle un pot. Donc en fait, on crée un soc imperméable qui va faire que l'eau de pluie ne rentre plus dans le sol et ne renouvelle plus les nappes phréatiques. Par contre, on va trouver toute la terre arable dans les ruisseaux, dans les rivières et dans les rues des villes pour inonder les caves des gens. Bon, ce que l'on vit de toute façon tous les jours aujourd'hui, mais ça, la cause, c'est pas la pluie, c'est pas le changement climatique, c'est notre politique agraire. En dehors du fait qu'on a bétonné beaucoup, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup bétonné les villes et les autoroutes seulement. C'est parce qu'on a bétonné avec de la glaise des milliers, des centaines de milliers d'hectares en faisant ce type de labour. Et la terre normale, la terre vivante, elle est poreuse. Parce qu'il y a tous les ingénieurs du sol qui sont constamment en train de l'aérer. Tous ceux dont je parlais tout à l'heure, les vers de terre, les bactéries, les cloportes et tout ça, tout ce beau monde, ça crée des micro-galeries partout. Et ce qui fait que l'eau s'infiltre. Qu'est-ce qu'on fait avec le labour profond? Déjà, c'est une boucherie pour les vers de terre. Ça, c'est physique. Deuxièmement, pour les micro-organismes, vous en avez de deux sortes. Vous avez les aérobies et les anaérobies. Les aérobies, ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Les anaérobies, ils ont besoin de ne pas avoir d'oxygène pour vivre. Quand vous labourez, vous passez la terre de la profondeur à la terre de surface, ceux qui ont besoin d'air se retrouvent sans air, ils crèvent. Ceux qui sont dans la profondeur, qui doivent surtout pas avoir d'air, ils viennent à la surface, ils crèvent. Donc, c'est en fait un holocauste. Et la terre devient... Hein, pire qu'un génocide. Oui, c'est pire qu'un génocide. C'est-à-dire, on tue la terre. Le vertical, c'est ça. On tue le sol, qui était vivant, et on tue toutes les formes de vie dans le sol. Donc, le sol s'est bétonné du fait de la composition argileuse dominante de nos sols chez nous. 2, tous les organismes vivants qui faisaient des galeries et qui permettaient l'évacuation de l'eau aussi, et qui apportaient de la fertilité, parce qu'ils apportent également. Ils transforment le carbone en azote, ils en consomment également, mais bon, ils vont en fait enrichir le sol, ils ne le font plus. D'où nécessité de ramener, évidemment, des engrais chimiques faits à partir de l'énergie du pétrole, des fongicides, des pesticides, etc. Et donc, en fait, notre agriculture intensive est de fait devenue une agriculture hors sol dans les champs. Puisque ce n'est plus la terre qui nourrit les plantes, ce sont les intrants
les produits qu'on met dans la terre qui sont faits pour nourrir directement la plante. La différence entre le processus naturel, c'est que normalement, ce sont les organismes vivants dans le sol qui nourrissent la terre, qui la rendent fertile, ce qui permet de nourrir les plantes. Vous voyez, c'est un truc à trois. Et nous, pour gagner du temps, pour pouvoir avoir pour cultiver sur de grandes surfaces, etc., on a créé un système dans lequel on veut être, nous, les démiurges. Le gros problème de l'homme moderne, en dehors de sa voracité, de sa vénalité, et c'est en fait de vouloir se substituer, entre guillemets, à Dieu. Enfin, entre guillemets. Dieu étant le grand mystère des philosophes, c'est pas forcément quelqu'un avec une grande barbe, hein. Donc c'est tout le mystère qui est derrière la vie. Et l'homme a voulu s'ériger en démiurge pour dire, mais oui, j'ai compris le truc, NPK, de l'azote, du phosphore, du potassium, ça va marcher. Oui, mais il n'y a pas que ça. Après, on nourrit ça nos enfants, et puis ils sont malades. Ils ont des maladies, etc. Parce que tous les micro-organismes, tous les oligo-éléments qu'apporte la vie, enfin qu'apporte une terre vivante nourrie par la vie dans cette multiples formes, il n'y a pas dans notre NPK. Donc on est en train de faire dans l'agriculture intensive la même chose que ce que font en Espagne, dans le sud de l'Espagne, les cultivateurs de tomates hors sol, en mettant de l'eau avec des produits chimiques dedans, du NPK. On le fait, on se donne bonne conscience en le faisant sur un support avec de la boue et de la terre, mais c'est pas la terre qui les intéresse, c'est l'engrais, tous les produits qu'ils mettent dedans, comme s'ils le mettaient dans l'eau des tomates hors sol. Donc on est en train de faire de la culture intensive hors sol sur terre. Et surtout, on est en train d'empêcher la terre de se régénérer. Puisque comme il n'y a plus d'infiltration de l'eau, si on voulait avoir une vision un petit peu anthropomorphe de la terre vivante, tout le circuit de l'eau dans la terre, ça serait un petit peu comme notre système sanguin, vous voyez. Il y a d'énormes systèmes de circulation de l'eau, eau salée, mais eau douce dans la terre. On est en train, tout simplement, donc, de le couper, quoi. On met un garrot. Bon, donc, je terminerai là, parce qu'il faut qu'on ait du temps pour les questions. Donc, il faut vraiment changer notre paradigme, notre vision des choses, parce que ça ne pourra pas se faire avec la même mentalité qui nous a amenés dans cette impasse. Donc, il faut qu'on pense plutôt à un être humain qui intègre son appartenance solidaire et responsable au plan de la vie, et avec la Terre et les formes de vie sur Terre. Et quelque part, nous sommes encore plus responsables parce que nous sommes conscients en tant qu'êtres humains. La responsabilité va avec la conscience, même devant les tribunaux, hein, vous savez. Bon. Quelqu'un qui est réputé donc non responsable ne sera pas pénalement jugé. Bon. Mais nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à la planète sur laquelle nous vivons, les formes de vie donc avec lesquelles nous partageons la vie sur Terre, comme nous avons une conscience humaine, normalement, nous devrions nous sentir responsables que tout fonctionne bien. Et non pas d'être des prédateurs de tout ça. Donc moi je pense que les récentes découvertes, et ce que je viens de vous dire très très rapidement, peuvent nous aider à changer notre vision du monde, mais de toute façon ça ne se fera que si on revient à l'humain, si on revient donc justement à cette responsabilité, cette conscience que j'évoquais à l'instant. Et loin d'avoir une attitude disons, suffisante par rapport au peuple premier, qu'on a requalifié de premier, mais vis-à-vis desquels souvent on pense dans notre paradigme ancien qu'ils sont primitifs, alors qu'ils sont peut-être premiers dans le sens qu'ils sont plus proches de la source et de la sagesse. En fait, toutes ces anciennes civilisations disaient que l'homme est un avec le ciel et la terre, et donc nous devons en fait intégrer cette donnée, parce que l'être humain est partie prenante de cette vie globale, et comme je disais à l'instant, étant conscient, il est responsable. Donc, moi j'espère beaucoup que nous allons pouvoir
avec ce sentiment, disons, recentré de notre vision de la Terre, de la responsabilité que nous devons avoir vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'environnement, et vis-à-vis des autres êtres humains, parce que je ne l'ai pas développé, mais la vision prédatrice que nous avons vis-à-vis de la Terre, nous avons la même vis-à-vis des autres êtres humains. Donc si nous devons changer de paradigme, il faut appliquer ce changement de paradigme aux 3 sphères, arriver à se connaître soi-même pour savoir véritablement quel est le sens de sa vie, quel est le sens de la vie dans l'environnement sur Terre, et également amener à beaucoup plus de respect vis-à-vis des autres, pour s'intéresser aux autres. Donc en fait, tout ceci, c'est une démarche de conscience et de respect. Puisque je n'ai pas parlé du mot respect jusqu'à présent, mais notre relation avec la Terre doit être une relation de respect. On ne demande pas à ce que la Terre soit considérée comme étant une déesse avec des prières ou des choses comme ça, mais une relation de respect vis-à-vis d'une vie qu'on ignore, qui est un grand mystère pour nous, mais grâce à laquelle nous sommes là. Et la même chose par rapport au Soleil. S'il n'y avait pas le Soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est pour ça que les anciens, quand ils disaient que c'est un grand organisme qui permet la vie, peut-être ils étaient dans la réalité. Voilà, je voulais terminer sur ce plan-là à nouveau, parce que je pense que dans la journée de la Terre, ça doit nous amener à ce type de réflexion, à la fois très focus sur des choses concrètes qu'on peut changer, mais en tenant compte d'un cadre global. Si on ne tient pas compte du cadre global et si on ne revoit pas notre façon de voir les choses, toutes les solutions techniques auxquelles on pourra penser ne seront qu'un leurre. Merci de votre attention. Si vous avez des questions maintenant...